Aux funérailles de mon fils, l'amant de sa femme s'est penché vers moi et a murmuré: Ne vous inquiétez pas, vieux, je dépenserai ces millions mieux que lui. Soudain, mon fils a ricané dans le cercueil parce que cet homme, je suis content que vous soyez ici. Suivez mon histoire jusqu'au bout et commentez la ville d'où vous regardez pour que je puisse voir jusqu'où mon histoire est arrivée. Je n'aurais jamais pensé survivre à mon fils. À 62 ans, j'avais toujours imaginé que Mathieu serait celui qui se tiendrait devant ma tombe. Mais j'étais là, le 18 mars 2024, fixant un cercueil en acajou qui était censé contenir mon garçon de 37 ans. Le funérarium du bois sentait le lys et le chagrin. La femme de Mathieu, Margot, était assise à côté de moi, tamponnant ses yeux avec un mouchoir qui semblait plus pour le spectacle que pour de vraies larmes. 3 jours plus tôt, j'avais reçu l'appel qui avait brisé mon monde. Mathieu avait souffert d'un arrêt cardiaque massif dans son bureau. 37 ans, en bonne santé comme un cheval, mort d'un arrêt cardiaque. Le médecin avait dit que ça arrive parfois, surtout avec le stress de diriger un empire commercial de 10 millions d'euros. J'aurais dû être dévasté. Mais debout là, écoutant le prêtre psalmodier sur le repos éternel, quelque chose clochait. Pas seulement l'évidence d'enterrer son enfant, mais autre chose. La liste des invités était extensive. Mathieu avait été très aimé dans la communauté des affaires. Mais en regardant les gens défiler devant le cercueil, j'ai commencé à remarquer des choses. Le chagrin de Margot semblait calculé. Elle pleurait au moment précisément approprié et arrivait d'une façon ou d'une autre à paraître ravissante dans sa robe noire de créateur. Puis il y avait Damien Rousseau, l'associé de Mathieu. Il se tenait près du fond de la salle, ses yeux non pas sur le cercueil, mais sur Margot. Chaque fois qu'elle bougeait, son regard suivait. Quand elle parlait à d'autres invités, il écoutait attentivement. J'avais rencontré Damien des dizaines de fois au fil des années. Il était la main droite de Mathieu dans l'entreprise. Un beau parleur aux cheveux parfaitement coiffés et au costume coûteux. Le service traînait en longueur. Les gens partageaient des souvenirs de Mathieu qui semblaient répétés, des versions aseptisées d'une vie que je savais avoir été beaucoup plus complexe. Quand vint le moment pour la famille de dire ses derniers adieux, je me suis retrouvé marchant vers le cercueil avec des pieds de plomb. Mathieu avait l'air paisible, ses mains croisées sur sa poitrine, portant le costume bleu marine que je lui avais acheté pour son mariage. Je me suis penché et j'ai murmuré: « Tu vas me manquer, mon fils. » Alors que je reculais, Margot s'est approchée du cercueil. Elle a placé une rose blanche unique sur sa poitrine et a murmuré quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Puis Damien est apparu à côté de moi. Il s'est penché vers mon oreille, et ce qu'il a dit ensuite a tout changé. « Ne vous inquiétez pas, vieux », a-t-il murmuré, sa voix à peine audible, mais dégoulinante de satisfaction. « Je dépenserai ces millions mieux qu'il ne l'a jamais fait. » Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Je me suis tourné pour fixer Damien, mais son expression était neutre, presque ennuyée. Avais-je mal entendu? Mais alors quelque chose d'impossible s'est produit. De l'intérieur du cercueil est venu un son qui a glacé mon sang. Un petit ricanement, silencieux, à peine perceptible, mais indubitablement le rire de Mathieu. J'ai agrippé le bord du cercueil, mon cœur martelant contre mes côtes. Damien l'avait entendu aussi. Son visage était devenu pâle, et il s'éloignait déjà. J'ai fixé le visage immobile de Mathieu, cherchant n'importe quel signe de mouvement. Rien. Sa poitrine ne se soulevait, ni ne s'abaissait. Mais je savais ce que j'avais entendu. Ce petit ricanement complice qui signifiait que Mathieu trouvait quelque chose d'amusant. Le reste du service passa dans un flou. J'ai fait les gestes d'accepter les condoléances, serrer des mains, hocher la tête aux moments appropriés, mais mon esprit courait. Les mots chuchotés de Damien continuaient à résonner dans ma tête. Alors que le funérarium commençait à se vider, je me suis retrouvé seul avec le cercueil pendant un moment. Je me suis penché près du cercueil de nouveau, ma voix à peine un murmure. « Mathieu, mon fils, si tu peux m'entendre ?» Rien. Pas de réponse, pas de mouvement, pas de rire mystérieux. Mais en me redressant, j'ai remarqué quelque chose qui m'a retourné l'estomac. L'alliance de Mathieu était manquante. La simple bande d'or que je l'avais aidé à choisir 9 ans plus tôt, celle qu'il n'enlevait jamais,
avait disparu de son doigt. Où était l'alliance de Mathieu? Et pourquoi son absence me donnait-elle l'impression d'être une autre pièce d'un puzzle que je ne commençais qu'à comprendre? Le trajet de retour à la maison fut un supplice. Je n'arrêtais pas de repasser les événements du funérarium, essayant de donner un sens à ce que j'avais vécu. Le murmure cruel de Damien, le rire impossible de Mathieu, l'alliance manquante. Ma maison semblait énorme et vide quand j'ai franchi la porte. Je me suis versé 3 doigts de whisky et me suis assis dans mon fauteuil, fixant les photos encadrées sur la table d'appoint. Mathieu à sa remise de diplôme du lycée. Mathieu et Margot le jour de leur mariage. Mathieu à Noël dernier riant d'une blague dont je ne me souvenais plus. Le téléphone sonna. C'était Margot, sa voix douce et fragile. « Jacques, je voulais juste te remercier pour aujourd'hui. Mathieu aurait été si fier de la beauté du service. » « Oui, » j'ai réussi à dire, ma gorge serrée. « Je sais que c'est difficile, mais nous devons parler des arrangements. L'avocat veut nous rencontrer la semaine prochaine pour le testament et l'entreprise. Damien pense que nous devrions... » « Damien pense ?» j'ai interrompu. « Depuis quand Damien pense-t-il pour notre famille ?» Il y eut une pause. « Il a été d'une telle aide, Jacques ?» Je parie que non, j'ai pensé, mais je l'ai gardé pour moi. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans l'obscurité croissante de mon salon, les pièces d'une terrible image commençant à se former dans mon esprit. La menace chuchotée de Damien, le chagrin opportun de Margot, l'alliance manquante de Mathieu, et ce moment impossible de rire d'un homme mort. Quelque chose clochait terriblement, et j'allais découvrir quoi. L'horloge grand-père dans le couloir sonna 11 fois alors que je me dirigeais finalement vers le lit. Mais le sommeil ne vint pas. Chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais encore ce petit ricanement. Le rire de Mathieu plein de secrets et de connaissances cachées. Je ne dormis pas. À 5 heures du matin, j'abandonnai et fis du café, mes mains tremblant alors que je mesurais la mouture. Mon esprit continuait de tourner autour des mêmes questions impossibles. Comment un homme mort peut-il rire? Pourquoi Damien était-il si confiant quant à dépenser l'argent de Mathieu? Et où était l'alliance de mon fils? J'avais besoin de réponses, et je savais par où commencer. L'hôpital Saint-Louis était assis à la périphérie de la ville, comme une forteresse de béton. Je marchais à travers ses portes, cherchant des réponses sur la mort de mon fils. Le docteur Patricia Moreau était le médecin traitant qui avait prononcé la mort de Mathieu. Elle était plus jeune que je ne l'attendais, probablement au début de la quarantaine, avec des cheveux prématurément gris tirés en un chignon net. « Monsieur Dubois, je suis vraiment désolé pour votre perte. Votre fils nous a été amené trop tard pour que nous puissions faire quoi que ce soit. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé, dis-je. Mathieu était en bonne santé. Comment un homme de 37 ans peut-il simplement mourir d'une crise cardiaque? » Le docteur Moreau fit apparaître le dossier de Mathieu sur son ordinateur. Parfois, ces choses arrivent sans avertissement. Le stress peut être un facteur majeur. Votre fils était-il sous une pression particulière dernièrement? Je réfléchis à cela. Mathieu avait semblé différent récemment, plus secret. Il coupait court aux appels téléphoniques quand j'entrais dans la pièce. « Pouvez-vous me dire qui l'a amené ?» demandai-je. Son associé, Damien Rousseau. Il a dit qu'il avait trouvé M. Dubois effondré dans son bureau vers 18h30. Et vous n'avez pas trouvé cela étrange que Damien se soit trouvé là si tard? Le docteur Moreau avait l'air mal à l'aise. « Monsieur Dubois, je comprends que vous cherchiez des réponses, mais parfois il n'y a tout simplement pas d'explication satisfaisante pour une tragédie. » Je me penchai vers l'avant. « Docteur, faites-moi plaisir. Dans votre opinion médicale, y a-t-il quelque chose sur le cas de mon fils qui vous a frappé comme inhabituel ?» Elle resta silencieuse pendant un long moment. Finalement, elle soupira. La seule chose qui semblait étrange était la rapidité avec laquelle la rigidité cadavérique s'était installée. Habituellement, cela prend plusieurs heures, mais le corps de votre fils montrait des signes de rigidité beaucoup plus tôt que la normale. Qu'est-ce qui provoquerait cela? Un effort physique extrême avant la mort, certains médicaments, ou si l'heure du décès était incorrecte. Mon sang se glaça. Incorrect? Si quelqu'un était mort plus tôt que rapporté et le corps avait été gardé en chambre froide, cela pourrait expliquer la rigidité cadavérique accélérée. Elle secoua rapidement la tête. Mais c'est hautement improbable.
Je remerciais le docteur Moreau et quittais l'hôpital avec plus de questions que de réponses. Si Mathieu était mort plus tôt que rapporté, cela signifierait que Damien avait menti. Mon arrêt suivant fut l'immeuble de bureau de Mathieu, une structure étincelante de 20 étages au cœur du quartier des affaires. L'ascenseur m'amena au 15e étage. La réceptionniste, Sophie, semblait surprise de me voir. Monsieur Dubois, je ne m'attendais pas, je veux dire, nous sommes tous désolés pour Mathieu. Merci, Sophie. Je me demandais si je pouvais jeter un œil au bureau de Mathieu. Elle jeta un regard nerveux vers le bureau d'angle. Je suis désolé, mais Monsieur Rousseau a dit que le bureau était interdit jusqu'à ce que les avocats règlent tout. Damien a dit cela? Il a dit que c'était pour des raisons légales. Elle baissa la voix. Entre nous, il agit bizarrement depuis que c'est arrivé. Il est ici tous les soirs, fouillant les dossiers, passant des appels. Tous les soirs? Oui, monsieur. Il était ici jusqu'à presque minuit hier, même si c'était le jour des funérailles. Cela devenait de plus en plus étrange. Pourquoi Damien travaillerait-il si tard le jour des funérailles de Mathieu? Sophie, pouvez-vous me parler du jour où Mathieu est mort? À quelle heure Damien est-il parti ce soir-là? Elle réfléchit un moment. Damien était là quand je suis parti à 17 heures, mais il a dit qu'il partait aussi. Il semblait pressé d'aller quelque part. Donc Damien avait menti sur la chronologie. S'il était parti à 17 heures, mais prétendait avoir trouvé le corps de Mathieu à 18h30, où avait-il été pendant cette heure et demie? J'étais sur le point de poser plus de questions quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, et Damien lui-même sortit. Il était impeccablement habillé, mais il y avait des cernes sous ses yeux. Jacques? Il semblait vraiment surpris. Qu'est-ce qui vous amène ici? Je voulais récupérer quelques affaires personnelles de Mathieu. Bien sûr, bien que les avocats m'aient conseillé de garder le bureau scellé pour l'instant. Responsabilité légale? Mais une fois la succession réglée, il s'interrompit, ses yeux se détournant des miens. Damien, puis-je vous demander quelque chose? Sophie a mentionné que vous travailliez tard tous les soirs depuis la mort de Mathieu. Sa mâchoire se tendit. Quelqu'un doit faire tourner l'entreprise. Mathieu aurait voulu cela. Et vous étiez ici le soir où il est mort, travaillant tard. J'ai déjà donné ma déclaration à la police et au médecin. Mathieu s'est effondré vers 18h30. Je l'ai trouvé et j'ai appelé le 15 immédiatement. Mais Sophie a dit que vous étiez parti à 17h. Le visage de Damien rougit. Sophie doit être confuse. Avant que je puisse insister davantage, il s'excusa et disparut dans le bureau de Mathieu. J'entrevis des piles de papier et ce qui ressemblait à un coffre-fort ouvert. En descendant dans l'ascenseur, les mots de Sophie résonnaient dans ma tête. Damien avait été là chaque soir, fouillant les dossiers. Mon dernier arrêt de la journée fut le funérarium Dubois. Henri Dubois, un homme mince aux mains pâles, me conduisit dans son bureau. Monsieur Dubois, j'espère que tout était à votre satisfaction hier. C'était le cas, acceptai-je. Je me demandais au sujet de ses effets personnels, spécifiquement son alliance. Dubois consulta ses papiers. Il n'y a aucune mention d'une alliance dans nos notes d'admission. Parfois, les bijoux sont retirés à l'hôpital pour des procédures médicales. Mais ne seraient-ils pas retournés? Typiquement, oui, à moins que la famille demande son retrait pour la garde. Donc Margot aurait pu prendre l'alliance de Mathieu. Mais pourquoi? Dubois s'éclaircit la gorge. Il y avait une autre chose qui semblait inhabituelle. Le corps nous a été amené beaucoup plus froid que la normale, comme s'il avait été réfrigéré. Cela correspondait à ce que le docteur Moreau avait dit. Tout pointait vers Mathieu étant mort plus tôt que rapporté ou ayant été gardé quelque part au froid après la mort. En rentrant chez moi, mon esprit tournoyait avec des théories. Damien avait menti sur la chronologie. Le corps de Mathieu montrait des signes d'avoir été gardé au froid. Son alliance était manquante. Et Damien avait travaillé tard chaque soir depuis la mort. Mon téléphone sonna alors que je me garais dans mon allée. C'était Margot, et sa voix était tendue. « Jacques, nous devons parler. Peux-tu venir ce soir? Il y a quelque chose d'important sur Mathieu que je dois te dire. » Mon rythme cardiaque s'accéléra. Quel genre de quelque chose? Je ne peux pas le dire au téléphone, mais c'est à propos de pourquoi il agissait bizarrement dernièrement. S'il te plaît, Jacques, je pense que tu as besoin de connaître la vérité.
Après avoir raccroché, je suis resté assis dans ma voiture pendant plusieurs minutes. La vérité. Enfin, quelqu'un était prêt à me dire la vérité sur ce qui était arrivé à mon fils. La maison de Margot était située rue des Tilleuls, comme un monument au succès. Mathieu l'avait achetée pour elle 3 ans plus tôt. Je m'y étais toujours senti mal à l'aise, entouré de meubles coûteux et d'œuvres d'art. Ce soir, ce malaise semblait multiplié par 10. Margot répondit à la porte, portant un peignoir de soie noire. Ses yeux étaient rouges. Jacques, merci d'être venu. Je sais que cela a été difficile pour nous deux. Le salon était faiblement éclairé, des bougies scintillant sur la cheminée sous un grand portrait de Mathieu et Margot, le jour de leur mariage. Tu as dit que tu avais quelque chose d'important à me dire sur Mathieu ? Dis-je. Margot se versa un verre de vin avec des mains tremblantes. Mathieu agissait bizarrement depuis quelques mois. Secret. Il disparaissait pendant des heures sans explication. Il passait des appels téléphoniques qu'il ne me laissait pas entendre. Secret comment ? Juan, il a commencé à dormir dans la chambre d'amis. Il partait tôt le matin et rentrait tard. Elle prit une gorgée de vin. Je pensais qu'il avait une liaison. Les mots m'ont frappé comme une gifle. Mathieu ne ferait jamais. C'est ce que je pensais aussi. Mais alors, j'ai trouvé des reçus pour un box de stockage à travers la ville, qu'il avait loué sous un faux nom. Sa voix baissa. Je l'ai suivi là-bas un jour. Mon cœur battait maintenant. Qu'est-ce que tu as trouvé ? Margot se dirigea vers un petit bureau et sortit une enveloppe manila. À l'intérieur se trouvaient des photographies. Mathieu parlant à des hommes que je ne reconnaissais pas. Mathieu entrant dans ce qui ressemblait à un petit immeuble d'appartement. Mathieu rencontrant le docteur Lemaire, son ami de longue date qui travaillait à l'hôpital Saint-Louis. « Je ne comprends pas, dis-je. Il y a plus. » La voix de Margot était à peine audible. J'ai engagé un détective privé pour le suivre. Ce que j'ai découvert, elle s'arrêta. « Qu'est-ce que tu as découvert ?» Mathieu savait, Jacques. Il savait pour Damien et moi. L'admission resta suspendue dans l'air. Je la fixai. « Toi et Damien ?» Les larmes commencèrent à couler sur son visage. Ça a commencé il y a 6 mois. J'étais seul. Mathieu travaillait toujours et Damien était là. Et Mathieu l'a découvert. Le détective privé que j'ai engagé pour suivre Mathieu l'avait engagé en premier pour me suivre. Elle laissa échapper un rire amer. Nous nous espionnions mutuellement. Mon esprit était en ébullition. Si Mathieu avait su pour la liaison, alors la menace chuchotée de Damien aux funérailles prenait une signification entièrement différente. Margot, comment Mathieu est-il mort ? Vraiment ? Elle leva les yeux vers moi. C'est justement ça, Jacques. Je ne pense pas qu'il soit mort. La pièce sembla basculer autour de moi. Quoi ? La nuit où il est supposé être mort, j'étais avec Damien à son appartement. Mathieu planifiait quelque chose. Le box de stockage était plein de documents, d'argent liquide, de faux papiers d'identité. On aurait dit qu'il se préparait à disparaître. J'agrippai les accoudoirs de ma chaise. Es-tu en train de dire que Mathieu a simulé sa propre mort ? Je dis que c'est possible. Le docteur Lemaire était son colocataire à l'université. Ils sont amis depuis 20 ans. Si quelqu'un pouvait l'aider à mettre en scène sa mort, ce serait quelqu'un avec accès au certificat de décès et aux installations de la morgue. Les pièces se mettaient en place. Le comportement étrange de Mathieu, ses rencontres avec le docteur Lemaire, les incohérences dans la chronologie de sa mort, le corps qui était trop froid, la rigidité cadavérique accélérée, même ce rire impossible aux funérailles. « Mais pourquoi ferait-il cela ?» demandai-je. Margot se leva et se dirigea vers la fenêtre. « Réfléchis, Jacques. Si Mathieu mourait, qui hériterait de tout ? Moi, sa veuve aimante. Et avec qui est-ce que je passe mon temps ? Damien, son associé, qui connaît chaque détail des finances de l'entreprise. Il voulait vous piéger. Et nous sommes tombés droit dans son piège. » Sa voix était creuse. « Nous avons planifié comment liquider les actifs, transférer les fonds, restructurer l'entreprise. Damien a même parlé de vendre l'entreprise et de déménager aux îles Caïmans. Je me sentais malade. Mon fils avait orchestré ses propres funérailles pour exposer les gens qui étaient supposés l'aimer. « Où est-il » demandai-je. Margot secoua la tête. « Je ne sais pas, mais, Jacques, il y a autre chose. » Quelque chose de pire ? Damien ne voulait pas juste voler l'argent de Mathieu.
Il planifiait de s'assurer que Mathieu ne pourrait jamais revenir. Elle se tourna pour me faire face. Il recherchait des façons de faire déclarer Mathieu légalement mort aussi rapidement que possible. Et il posait des questions sur toi aussi. Sur moi, ta santé, tes finances, si tu as un testament. Damien te voit comme le seul obstacle au contrôle complet de la succession de Mathieu. Sa voix baissa. Je pense qu'il planifiait d'arranger un accident pour toi aussi. Toute l'horreur de la situation me frappa. Damien n'avait pas juste trahi Mathieu avec sa femme. Il avait planifié de nous assassiner tous les deux pour de l'argent. Nous devons le trouver, dis-je, me levant. Nous devons l'avertir que Damien planifie quelque chose. Il y a encore une chose, dit Margot. Elle sortit une petite clé. J'ai trouvé cela caché dans le bureau de Mathieu à la maison. Je pense que ça pourrait être pour le box de stockage. Je pris la clé. L'adresse? Elle l'écrivit sur un morceau de papier. Jacques, et si nous nous trompons? Et si Mathieu est vraiment mort? Je pensais à ce rire que j'avais entendu aux funérailles. Alors nous le saurons avec certitude. Mais s'il est vivant et en danger, nous sommes les seuls qui peuvent l'aider. En traversant la ville vers l'installation de stockage, mon esprit tournoyait. Si Mathieu était vivant, pourquoi ne m'avait-il pas contacté? Depuis combien de temps planifiait-il cette tromperie élaborée? L'installation de stockage était située à la périphérie de la ville, une collection de bâtiments métalliques entourés d'une clôture grillagée. Il était presque 22 heures, et l'endroit était désert, sauf pour un seul garde de sécurité qui leva à peine les yeux. L'unité numéro 73 était dans la rangée arrière. Mes mains tremblaient en insérant la clé. Elle tourna facilement, et la porte métallique se souleva avec un grincement rouillé. Ce que je trouvais à l'intérieur confirma mes pires craintes et mes plus grands espoirs. L'unité était aménagée comme un centre de commandement. Des panneaux de liège couverts de photographies et de documents tapissaient les murs. Un petit bureau contenait des piles de papiers légaux et de dossiers financiers. Mais le plus révélateur de tout était le petit réfrigérateur dans le coin. Je l'ouvris et trouvai des fioles de quelques médicaments avec des instructions détaillées dans l'écriture de Mathieu. L'étiquette indiquait « Agent de paralysie temporaire ». Imite les symptômes d'arrêt cardiaque. Mon fils s'était drogué pour simuler sa propre mort. Je fixais encore les fioles quand j'entendis des pas derrière moi. Je me retournai, m'attendant à voir Mathieu. À la place, Damien se tenait dans l'embrasure de la porte, son costume froissé, ses cheveux ébouriffés, et dans sa main était un pistolet pointé directement sur ma poitrine. « Bonjour, Jacques, » dit-il, sa voix froide et calculatrice. « Je me demandais quand vous trouveriez cet endroit. Mathieu a toujours dit que vous étiez trop intelligent pour votre propre bien. » Ma bouche devint sèche. « Damien, qu'est-ce que vous faites ici ?» Il sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. « La même chose que vous, j'imagine. Chercher des réponses sur notre cher défunt Mathieu. » Il entra dans l'unité, me forçant à reculer. La différence est que j'ai déjà trouvé ce que je cherchais. Et qu'était-ce? La preuve que votre fils est un homme très intelligent, très dangereux, qui doit être arrêté avant qu'il ne ruine tout. Le doigt de Damien bougea vers la gâchette. La question est, Jacques, allez-vous m'aider à le trouver ou allez-vous être un autre problème que je dois résoudre? Je regardai dans les yeux de Damien et vis quelque chose qui me glaça jusqu'aux os. Ce n'était plus seulement question d'argent. C'était un homme qui avait été acculé dans un coin et était prêt à tuer. « Vous ne voulez pas faire cela ?» dis-je. Damien rit. « Vous avez raison. Je ne veux pas, mais votre fils m'a forcé la main. »« Mathieu est mort, » dis-je, le testant. « S'il vous plaît, Jacques, n'insultez pas mon intelligence. » Il fit un geste vers l'équipement médical. « Votre garçon a mis en scène toute une performance élaborée. Drogue de paralysie temporaire, un ami à l'hôpital disposé à falsifier des dossiers, même un directeur de funérailles complice. » Mon cœur sombra. Si Damien savait tout cela, alors Mathieu était en plus de danger que je l'avais imaginé. Depuis combien de temps savez-vous? J'ai commencé à soupçonner quelque chose quand la lecture du testament fut reportée. Le sourire de Damien était prédateur. Alors j'ai enquêté, et j'ai trouvé cet endroit. Votre fils a été très occupé ces derniers mois. Saviez-vous qu'il a déplacé 10 millions d'euros de ses comptes 3 semaines avant sa mort supposée? Le chiffre me frappa. Toute la fortune de Mathieu disparut. Où l'a-t-il déplacé?
C'est ce que nous allons découvrir. Damien sortit un téléphone portable. Vous allez l'appeler? Je ne sais pas comment le joindre. Oh, mais si. La voix de Damien était patiente. Mathieu vous a laissé un moyen de le contacter. Il est trop sentimental pour ne pas inclure papa dans son grand plan. Je pensais à cela et réalisais que Damien avait probablement raison. L'horloge grand-père dans mon couloir sonnait à des heures étranges dernièrement. Et si Mathieu l'avait trafiqué? Et si ces carillons irréguliers étaient en réalité un code? Damien devait avoir vu quelque chose dans mon expression parce que sa prise sur le pistolet se resserra. Voilà, vous avez compris, n'est-ce pas? Avant que je puisse répondre, le téléphone de Damien bourdonna. Il y jeta un coup d'œil et son visage pâlit. Eh bien, quand on parle du diable. Il tint le téléphone pour que je puisse voir l'écran. Un message texte d'un numéro inconnu. Unité de stockage compromise. Déplacé vers lieu de secours. Paquet est sécurisé. Mathieu? Demandai-je. Damien hocha la tête. Votre fils nous observe. C'est alors que je le remarquai. Une petite lumière rouge clignotant dans le coin près du plafond. Mathieu avait tout enregistré. Il savait que nous étions ici, savait que Damien avait trouvé sa cachette et, le plus important, savait que Damien était armé. « Il vient, dis-je. Oui, c'est ça. Et quand il arrivera, vous allez le convaincre de transférer ces 10 millions d'euros là où ils appartiennent. En échange, je ne vous mettrai pas une balle dans la tête. » Le calcul froid dans la voix de Damien me retourna l'estomac. Ce n'était pas un crime passionnel. C'était un homme qui planifiait un meurtre pour de l'argent. « Qu'en est-il de Margot ?» demandai-je. Le rire de Damien était laid. « Margot fera tout ce que je lui dis de faire. Elle est trop compromise pour aller à la police. Vous allez la tuer aussi. Éventuellement, on ne peut pas avoir de témoins gênants. » Il regarda sa montre. « Mais d'abord, les choses importantes. Votre fils devrait arriver d'une minute à l'autre maintenant. » Comme s'il avait été invoqué, nous entendîmes le son d'un moteur de voiture dehors. Damien me fit signe de me déplacer vers le fond de l'unité, gardant le pistolet entraîné sur ma poitrine. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Des pas approchèrent. Puis une voix que j'avais pensé ne plus jamais entendre cria dans l'obscurité. « Papa, tu es là-dedans? Mathieu, vivant, réel, et marchant dans un piège? » « Dis-lui d'entrer, » murmura Damien. « N'essaie pas de l'avertir ou tu seras mort avant qu'il ne fasse un autre pas. » J'ouvris la bouche, mais les mots ne venaient pas. Comment pouvais-je attirer mon fils dans le danger? Papa. La voix de Mathieu était plus proche maintenant. « Je suis ici. Je suis ici. » J'appelais finalement, ma voix se brisant. « Je suis ici, mon fils. » Mathieu apparut dans l'embrasure de la porte. Et pendant un moment, j'oubliais le pistolet, oubliais Damien, oubliais tout sauf le soulagement écrasant de voir mon enfant vivant. Il avait l'air plus mince qu'avant. Ses cheveux étaient en plus longs, mais c'était indubitablement lui. Mon Dieu, papa, quand j'ai vu la voiture de Damien, j'ai pensé... Mathieu s'arrêta en remarquant Damien debout dans les ombres. « Oh, bonsoir, Mathieu. » Damien s'avança, gardant le pistolet pointé sur moi. « Toute une performance que tu as donnée. » Les yeux de Mathieu passèrent rapidement entre Damien et moi, calculant rapidement. « Laisse-le partir, Damien. C'est entre toi et moi. » En fait, c'est entre moi et 10 millions d'euros qui appartiennent légitimement à l'entreprise. Partenariat? Mathieu rit. Et pour la première fois, j'entendis une vraie amertume. Tu veux dire ton plan pour voler tout ce que j'ai construit pendant que tu couchais avec ma femme? Le visage de Damien rougit. Margot est venue à moi, Mathieu. Elle était seule, négligée. Je savais pour la liaison depuis des mois, dit Mathieu doucement. Je savais aussi que tu planifiais de me faire tuer. L'admission resta suspendue dans l'air. La main de Damien trembla légèrement. C'est impossible. Mathieu sortit lentement un petit appareil d'enregistrement de sa poche. 15 août 2024. Toi et Margot dans ton appartement discutant de comment arranger un accident pour moi. Le visage de Damien était devenu blanc. Tu étais censé être mort. Drôle de chose à propos de la mort. Ça donne beaucoup de temps pour réfléchir et planifier. La voix de Mathieu était calme. Pensais-tu vraiment que j'allais juste me coucher et te laisser détruire tout?
Te laisser blesser mon père? Ton père était le suivant sur la liste, dit Damien, sa désespération le rendant cruel. Le vieil homme a un problème cardiaque, n'est-ce pas? Le chagrin de perdre son fils. Trop de stress. Ces choses arrivent. La rage surgit à travers moi, chaude et pure. Ce monstre avait planifié de nous tuer tous les deux. La police est déjà en route, continua Mathieu. J'ai tout enregistré depuis que tu es entré dans cette unité de stockage. Tentative de meurtre, conspiration, vol. Tu fais face à la prison à vie, Damien. Les yeux de Damien parcoururent les lieux frénétiquement. Tu bluffes. Vraiment? Mathieu sortit son téléphone et montra l'écran. Un appel au 15 était en cours. Ils ont tout écouté. Au loin, je pouvais entendre des sirènes approcher. Damien les entendit aussi, et quelque chose dans son expression se brisa. « Si je tombe, je vous emmène tous les deux avec moi », gronda-t-il, balançant le pistolet vers Mathieu. Je ne me souviens pas avoir pris la décision de bouger. Un moment, j'étais debout figé. Le suivant, je me jetai en avant, bousculant Damien au moment où le pistolet se déchargeait. Le son était assourdissant, et je sentis quelque chose de chaud effleurer mon épaule. Mathieu fut sur Damien en un instant, luttant pour le contrôle de l'arme. Ils roulèrent sur le sol, le pistolet glissant dans l'obscurité. Je me précipitai après, réussissant à l'éloigner d'un coup de pied, au moment où l'installation de stockage fut inondée de lumières rouges et bleues. Les policiers envahirent l'unité, criant des ordres. Damien fut menotté et traîné au dehors. L'appareil d'enregistrement et l'équipement de surveillance furent mis sous sac comme preuve. Les secours vérifièrent mon épaule, juste une égratignure. À travers tout cela, Mathieu se tenait à côté de moi, sa main sur mon épaule, réel et solide et vivant. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ?» demandai-je quand le chaos s'était calmé. Mathieu avait l'air épuisé. « Parce que je savais que tu ne me laisserais pas faire. Tu aurais essayé de me dissuader. Il devait y avoir une autre façon. » Il n'y en avait pas. La voix de Mathieu était tranquille, mais ferme. « Damien planifiait de nous tuer tous les deux, papa. La seule façon de l'arrêter était de lui faire révéler sa vraie nature. » Je pensais à cela pendant que nous donnions nos déclarations à la police, pendant que Damien était emmené à l'arrière d'une voiture de patrouille. Mathieu avait risqué tout pour exposer une conspiration qui aurait détruit notre famille. « Que se passe-t-il maintenant ?» demandai-je, alors que nous sortions finalement de l'installation de stockage. Mathieu resta silencieux pendant un long moment. « Maintenant, je dois comprendre comment revenir d'entre les morts. Légalement parlant, ça va être compliqué. Et Margot ?» Sa mâchoire se tendit. Margot a fait son choix. Elle devra vivre avec les conséquences. Nous nous tînmes près de sa voiture, une berline usée qui n'était rien comme les véhicules de luxe qu'il avait l'habitude de conduire. Il avait l'air différent sous la dure lumière fluorescente. Plus dur, plus prudent. « Je suis fier de toi, » dis-je finalement. Ce que tu as fait demandait un courage incroyable. Mathieu sourit pour la première fois. C'était un sourire fatigué teinté de tristesse, mais il était authentique. « J'ai appris du meilleur, papa. Tu m'as enseigné que la famille vaut la peine de se battre, quel qu'en soit le coût. » En nous éloignant de l'installation de stockage, je réalisais que Damien s'était trompé sur une chose. Cela n'avait pas été question d'argent. Cela avait été à propos de la confiance et de la trahison et des longueurs auxquelles un fils ira pour protéger les gens qu'il aime. Mathieu était vivant. Notre famille était en sécurité. Et parfois, c'est toute la victoire qu'on peut demander. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne, c'est seulement le début de quelque chose de meilleur.